Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est malheureusement ignoré ou en tout cas qui ne prend pas l'importance qu'il devrait avoir dans les principaux médias, qui est le lien entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Quels sont les enjeux politiques entre ces deux blocs? Quels sont les liens géopolitiques? Quels sont les accords économiques? Et alors, pour parler de ça, on a un invité de marque, un invité de luxe, on pourrait dire, qui est notre ami Paul-Émile Dupré. Dupré, conseiller auprès du groupe parlementaire du Parlement européen de la gauche unitaire européenne, et notamment pour tout ce qui touche les accords internationaux au niveau du commerce, le commerce international. Donc nous sommes avec Paul-Émile. Paul-Émile, comment ça va? Très bien, merci beaucoup de me contacter. Voilà. Paul-Émile, on va commencer un peu pour se mettre dans le bain des relations, on va dire, politiques. Que ce soit la Commission européenne ou le Parlement européen, on a pu voir des déclarations qui vont à l'encontre des principaux gouvernements progressistes. On a pu écouter il y a quelques jours Manuel Zelaya, l'ancien président du Honduras. Alors évidemment, on ne l'a pas entendu dans les principaux médias, il faut aller sur d'autres médias alternatifs. Je vous recommande notamment de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons publié cette interview de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya avait dénoncé que les États-Unis avaient installé une dictature au Honduras avec le soutien de l'Union européenne. Donc c'est pas rien comme accusation. On voit aussi l'Union européenne en pointe sur des sujets pouvant discréditer le Venezuela, pouvant discréditer Cuba. On a vu aussi qu'ils avaient reconnu la présidente autoproclamée de Bolivie, Janine Áñez. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un point politique sur les relations du Parlement européen et de la Commission européenne avec l'Amérique latine en règle générale? En règle générale, moi je crois que l'Union européenne aurait un boulevard devant elle d'avoir une politique, pour avoir une politique indépendante des États-Unis, propre, pas nécessairement socialiste, etc., mais au moins digne par rapport aux États-Unis. Malheureusement, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on continue dans une politique de suivisme des États-Unis qui, évidemment, appliquent leur politique Monroe. Donc, c'est quelque chose qui est pas bon pour l'Union européenne et c'est très mauvais pour les pays d'Amérique latine. Mais dans les différentes crises, on peut les détailler. Effectivement, tu viens de parler du Honduras, par exemple. C'est un coup d'État qui a eu lieu contre Manuel Zelaya, qui est maintenant dans l'opposition, qui est dans son pays, qui est un ancien président finalement libéral, mais simplement qui a compris en montant au pouvoir qu'il devait quand même faire une politique digne pour son pays, indépendante des États-Unis. Et donc à ce moment-là, il a commencé à se radicaliser d'un point de vue au moins de la souveraineté, etc. Et ça lui a valu un coup d'État fomenté, préparé par Clinton, on le sait maintenant, et l'Union européenne a avalisé le coup d'État. Et puis après, il y a eu des élections, 2 fois, c'est l'opposition qui a gagné, 2 fois, l'Union européenne a avalisé les fraudes. Et actuellement, on peut dire, oui, c'est un espèce de dictateur, puisqu'il est le fruit de 2 fraudes. En plus, c'est un bandit. Je veux dire, même à partir de la justice américaine, il est considéré, le président actuel, comme un fraudeur, comme un mafieux, en fait. Oui, et avec le narcotrafic. Alors, évidemment, ce n'est pas le sujet, mais est-ce que finalement l'Union européenne, au moins, défend les intérêts de ces entreprises, disons des entreprises européennes, puisqu'on l'a vu dans le cas du Venezuela ou de Cuba qui sont soumis à un blocus criminel, les entreprises européennes tombent sous le coup des sanctions des États-Unis. Et finalement, qu'est-ce que fait l'Union européenne pour défendre sa politique économique ou pour défendre les entreprises européennes? Alors oui, je crois quand même que l'Union européenne, en général, même si je te dis sur d'un point de vue démocratique, d'un point de vue de se distinguer, d'un point de vue de défendre l'environnement de façon crédible, on peut y revenir après, elle a vraiment une voix en or. Je crois quand même que d'un point de vue des intérêts des grosses entreprises, l'Union européenne
défend l'intérêt des grosses entreprises. Ça ne veut pas dire qu'elle défend l'intérêt des citoyens européens. Moi, je crois qu'on a une Commission européenne très forte au service des grands lobbies qui sont très présents dans le quartier, qui sont, on m'a vu ici, donc ce quartier européen qui est assailli de lobbies. Et la Commission européenne est très perméable à ces lobbies. Évidemment, le Parlement européen, dominé par la droite malheureusement, droite et extrême droite, est aussi très perméable à ces lobbies. Donc en général, il y a une alliance entre les États-Unis qui défendent très fort le multinational et l'Union européenne qui défend aussi fortement ces entreprises pour conquérir des marchés avec les accords de libre-échange. Et c'est l'un ouvre un marché, l'autre arrive derrière et fait un accord de libre-échange qui va au-delà, parce que tout nouvel accord de libre-échange va au-delà du précédent. Donc il y a une espèce de coopération entre les États-Unis et l'Union européenne pour ouvrir les marchés des pays latino-américains, du Sud en général, mais beaucoup latino-américains, avoir accès aux produits miniers, aux matières premières, à l'énergie, au gaz, éventuellement le gaz de schiste, comme en Argentine, etc. Donc je crois qu'il y a une... Alors dernièrement, effectivement, on peut se poser des questions sur le fait qu'ils vont tellement loin d'un point de vue idéologique contre le Venezuela, etc., que la France notamment, et la Commission européenne aussi un peu moins, mais le Parlement européen, en arrivent à aller contre leurs propres intérêts économiques, même de leurs entreprises, quand il s'agit par exemple du Venezuela ou du blocus avec Cuba. Actuellement, les États-Unis ont réactivé la loi Helms-Burton, le titre 3 et titre 4, qui pénalise les entreprises européennes. Et la réponse de l'Union européenne est absolument nulle de ce point de vue-là. Elle dit beaucoup qu'elle défend le droit international. Ici, on a une violation très claire du droit international par les États-Unis qui font un blocus illégal sur Cuba, qui touche les entreprises qui commercent avec Cuba et qui voudraient éventuellement avoir des affaires aux États-Unis, donc ils sont pénalisés. Mais l'Union européenne ne réagit pas utilement. Et ça, quand même, ça a causé une espèce de fronde des députés européens quand la Commission européenne est venue s'expliquer il y a 15 jours à la Commission du commerce international. Je veux dire, gauche et droite, là, les députés se sont quand même rendus compte qu'il y a un manque d'action et d'indépendance de la Commission européenne par rapport à la politique des États-Unis. Même dans des cas comme ça, qui sont quand même marginaux, même contre les intérêts de leurs propres entreprises. Je crois que c'est très fort le cas aussi de la France, quand elle a reçu Guaido, etc. Je crois que la France a quand même des intérêts au Venezuela. Et là, on a priorisé vraiment la question idéologique, la question dogmatique par rapport aux intérêts de la France, qui finalement ne devrait pas se mettre tout à fait dans ce conflit, devrait voir évidemment le respect des droits de l'homme. Mais là, pourquoi critiquer tellement le Venezuela et ne pas critiquer la Colombie? Ça, c'est incroyable. On peut revenir sur ce contraste hallucinant, toute l'Union européenne, mais aussi la France, qui critique très fortement le Venezuela, où il n'y a pas de violation des droits massifs, alors qu'en Colombie, on est dans l'horreur. Oui, parce que c'était effectivement un des arguments de campagne de ceux qui défendent l'Europe, c'est que une nation toute seule n'arrivera pas face à des mastodontes comme la Russie, la Chine ou les États-Unis. Et là, dans la pratique, on voit que finalement, l'Union européenne ne fait pas grand-chose, comme tu viens de le répéter. Tout du moins, il y a quand même des accords commerciaux. Et là, je crois qu'on va venir à un gros bout, on va dire, qui est l'accord Union européenne-Mercosur. Alors, quand on écoute certains entrepreneurs ou certains même gouvernements progressistes du Mercosur et des personnes qui sont dans l'opposition en Europe, voire aussi des entrepreneurs ou des agriculteurs, on a l'impression que c'est un accord perdant-perdant. Pourtant, il a été négocié, il a été approuvé au sein de l'Union européenne. Donc là, on est dans un laps de temps où les parlements nationaux devront le ratifier. Qu'en est-il? Comment peux-tu nous expliquer quel est le ressort de cet accord Union européenne-Mercosur et quels en sont les dangers au niveau économique, social et environnemental? Donc, il faut le situer par rapport à toute la politique de l'Union européenne et des États-Unis par rapport à l'Amérique du Sud et centrale et des Caraïbes.
Donc, il y a eu une espèce de course pour la libéralisation de ces marchés. Il y a eu l'ALCA qui a été rejeté donc, en 2005. C'était l'accord, un espèce de gros accord de libre-échange entre les États-Unis et toute l'Amérique du Sud, enfin l'Amérique latine. Donc ça a été rejeté par les gouvernements progressistes et centristes en 2005. L'Union européenne avait un plan similaire qui n'a pas abouti. Et finalement, ce qui se fait, c'est l'imposition d'accords de libre-échange paquet par paquet. Donc il y a eu le Mexique, il y a eu le Chili, puis il y a eu la Colombie, alors qu'en Colombie, on tuait plus de syndicalistes à ce moment-là que dans tout le reste du monde entier. Et l'Union européenne a signé un accord avec la Colombie, le Pérou, a rajouté l'Équateur après, elle essaye de rajouter éventuellement la Bolivie dans le futur. Elle a brisé donc la communauté andine à ce moment-là, alors qu'un des grands principes de l'Union européenne, c'est aider aussi les intégrations de pays tiers, comme l'Union européenne s'est construite là. On n'a pas hésité à briser la communauté andine en signant avec 2 pays d'abord et en imposant d'une certaine manière la sortie du Venezuela aussi, qui ne voulait absolument pas de cet accord. Donc voilà, après, ça a continué avec une tentative depuis déjà 20 ans de faire un accord avec le bloc du Mercosur, qui est un grand partenaire déjà économique avec l'Union européenne. Et l'Union européenne a profité. Vous rappeler quels sont les pays qui adhèrent au Mercosur? Alors, les 4 pays du Mercosur, donc on a le Paraguay, l'Uruguay, et alors le gros pays évidemment, c'est le Brésil, et un second pays important, c'est l'Argentine. Donc il y a 4 pays, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay. Et donc après donc, ces accords de libre-échange avec la Colombie, avec l'Amérique centrale, etc., l'Union européenne s'est centrée maintenant sur l'Union européenne Mercosur, qui est un accord énorme en fait. C'est un accord qui fait 8 fois le CETA au niveau de la population, donc du marché, des marchés possibles, qui fait 4 fois l'accord qu'on a fait avec le Japon aussi. Donc c'est un accord qui est relativement ignoré, alors qu'il est très important. Et je vais revenir sur l'importance dans le détail plus tard. Donc cet accord a pu être signé d'une certaine manière. Ils ont eu peut-être une petite fenêtre d'opportunité avant les élections argentines, alors que le Parlement européen n'était pas encore constitué, parce que le Parlement européen a un rôle. On a vite signé cet accord avec des gouvernements dont 2 d'entre eux, par exemple, sont issus de coups d'État. Puisque si on pense au Paraguay, il y a eu un coup d'État contre Lugo il y a quelques années, et les gouvernements qui ont suivi ont été le produit d'espèces d'élections, mais qui sont quand même sortis du coup d'État. Si on avait eu Lugo encore au pouvoir, ou quelqu'un de son parti de la gauche, centre-gauche à ce moment-là, on n'aurait pas eu cet accord de libre-échange, parce que c'est un accord de libre-échange qui est un accord de recolonisation, comme je vais l'expliquer après. Et on a eu un gros coup d'État contre Dilma Rousseff. On appelle ça maintenant des coups d'État parlementaires. Mais ça, c'est un vrai coup d'État sous forme d'impeachment, mais qui a duré 3 jours et qui a été totalement illégal, avec une accusation à Dilma Rousseff d'avoir fraudé, alors qu'en fait, elle n'est poursuivie pour rien après ça. Donc c'est un montage. Et il y a eu une majorité au Parlement à ce moment-là. Et on a fait un coup d'État contre une chef d'État qui a été élue par plus de 50 millions de Brésiliens. Et on a mis un Temer qui était élu par personne, en fait, qui était le vice-président, qui a été nommé, mais voilà. Et donc, ça, c'est un coup d'État qui a été poursuivi par le fait que Lula n'a pas pu être candidat pour les élections suivantes. Et on sait maintenant qu'on a Bolsonaro, ok, on peut dire illégitime. C'est à partir de cette possibilité-là que l'Union européenne a trouvé un moment pour signer un accord extrêmement avantageux pour les entreprises européennes, mais extrêmement dommageable pour la société des 2 côtés, donc aussi bien au niveau européen qu'au niveau du Mercosur, et désastreux et catastrophique pour l'industrie assez faible de l'Argentine. Donc, en fait, le Mercosur est une espèce de puissance au niveau de l'agro-business. Des familles qui ont souvent conquis le pays à feu et à sang contre des populations indiennes, etc. Il faut pas dire l'histoire de l'Argentine, c'est comme ça.
du Paraguay aussi. Je ne peux pas détailler ces histoires-là, mais si vous jetez un coup d'œil, c'était depuis 2 siècles des politiques extrêmement agressives contre les populations locales pour monopoliser les terres dans ce pays-là. Et au Brésil encore, ça continue. On a vu les incendies durant l'été, etc. Tout ça, c'est pour conquérir des terres et augmenter les superficies d'agro-business pour répondre à la demande internationale, européenne, chinoise, etc. Et donc, là-dessus, on se greffe évidemment les grosses entreprises Cargill, etc., les grosses entreprises de l'agroalimentaire. Et donc, cette région-là, et ces pays-là qui font partie au niveau commercial d'un groupe qui s'appelle le groupe Cairns, qui est le groupe à l'OMC qui est le plus agressif contre le principe de précaution, par exemple, et sur les agro-exportations et qui veulent briser, par exemple, n'importe quel type de subside européen à l'agriculture, etc. Bon. Ces pays-là, l'Argentine et le Brésil, font partie de ce groupe de Cairns et veulent continuer avec cet accord-ci. En fait, ces pays vont encore augmenter leur spécialisation dans l'exportation de matières premières et perdre l'industrialisation qu'elles ont. Ils se vendent l'un à l'autre. L'Argentine a des industries de métal mécanique, de montage de voitures, etc., et vend au Brésil, et le Brésil à l'Argentine, un marché local, ça va être brisé par l'entrée de l'Union européenne qui, avec son potentiel industriel, va évidemment pouvoir prendre ces marchés mutuels de l'Argentine et du Brésil. Et donc, on va casser totalement l'outil industriel de ces pays-là et les enfermer pour toujours, on peut dire, en tout cas, ce qu'on va connaître, nous, en tout cas, dans des années, dans ce rôle d'exportateur de matières premières. Alors, voilà. Comment expliquer que c'est... Au dépend, pardon approuvé du côté du Mercosur et aussi quelles en sont les conséquences pour certains entreprises. Oui. Sociétés européennes. Oui, donc du côté du Mercosur, le fait de briser leur industrie, ça va se traduire au niveau emploi dans un désastre. On a eu un syndicaliste qui est venu à parler d'une audition qu'on a organisée en décembre. Il parlait de 120 000 emplois perdus en Argentine seulement. Donc l'Argentine, il y a une grosse population de pauvres, mais il y a une grosse population de gens qui sont au bord de la pauvreté, qui peuvent vraiment basculer dans la pauvreté. Et donc, bon, si on parle d'abord des intérêts offensifs européens, en fait, l'Union européenne va exporter beaucoup de produits chimiques qui sont interdits chez nous, mais de pesticides, mais qui sont utilisés de façon massive au Brésil et en Argentine. Alors, je vais donc d'abord parler donc, des produits qui vont nous exporter. Donc, c'est le soja, qui est déjà, donc c'est soja OGM, hein, ça c'est clair, le soja qu'on importe déjà, on va se caler là-dedans. Donc, on ne va pas pouvoir changer de politique, on va pouvoir dire, on va arrêter, on va un peu freiner le soja, on va commencer à diversifier notre agriculture européenne et on va donner des protéines à partir de plantations européennes, etc. Non, on va se bloquer dans un modèle qui ne va pas nous permettre d'avoir une agriculture diversifiée. En important du soja qui est bourré de pesticides, de glyphosate notamment, en important, donc on va continuer à le faire et on va l'intensifier, on va perdre la possibilité de ne plus... Maintenant, on peut décider d'arrêter d'importer du soja. On ne pourra plus parce qu'on va prendre une photo de ce moment-là et on ne peut pas revenir en arrière si on signe l'accord Union européenne-Mercosur. Donc du soja avec beaucoup de pesticides dedans, pas seulement le glyphosate, hein, parce que au Brésil, 74% des pesticides utilisés au Brésil sont interdits dans l'Union européenne et on utilise 10 fois plus de pesticides dans les champs qu'en Europe et 407 nouveaux produits. Donc ce chiffre dont je parle, 74% de pesticides utilisés au Brésil qui sont interdits dans l'Union européenne, il faut rajouter 407 nouveaux produits autorisés sous Bolsonaro en 2019. Donc c'est vraiment un pays bourré de pesticides et l'Argentine, c'est similaire. J'ai quelques graphiques. Il y a par exemple 10 personnes intoxiquées par jour au Brésil, pour
l'utilisation de pesticides. Donc voilà une carte du Brésil où on voit à peu près la répartition des personnes intoxiquées. Alors, pour vous dire, hein, le soja, rien que le soja au Brésil, il occupe 10 fois ou 11 fois la superficie de la Belgique. Donc ça fait ça. Ça, c'est le soja au Brésil. Donc 3 fois et demi le Portugal. Et si on compare avec l'Allemagne, donc le soja, qui est ici en dessous, utilise la même superficie que toute l'Allemagne. Voilà. Oui. Et au-dessus, on a d'autres produits comme l'eucalyptus et le sucre de canne. À ça, il faut encore ajouter. Est-ce que, parce que aussi l'Europe est productrice aussi de poulet. Oui, alors donc on va importer. Alors on aura ces pesticides-là. Effectivement, maître, en compétition avec nos propres agriculteurs. Oui, et bien sûr. Mais je vais juste pour terminer un peu au niveau de la tolérance sur les pesticides dans un pays comme le Brésil, parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte de la tolérance qui existe, par exemple, rien qu'au Brésil. Rien que pour te montrer un exemple, voilà une image, c'est toujours la même chercheuse brésilienne, Larissa Mise. Donc là, ça, c'est la tolérance de glyphosate chez nous, dans l'eau. Ça, c'est ce qu'on tolère au Brésil. Voilà. D'accord. 5000 fois. 5000 fois plus de tolérance. Donc, tous ces produits-là viennent plein de pesticides, que ce soit du soja direct qui alimente nos vaches, nos cochons, nos poulets, on mange ce glyphosate à travers ces animaux, puisqu'ils sont alimentés par ça. Et si on achète de la viande au Brésil, évidemment, ces produits sont aussi pleins la viande est pleine de ces produits. Pas seulement le glyphosate, hein, je parle de tout le reste, des hormones de croissance, des autres pesticides, il y a toute une liste, etc. Je n'ai pas le temps. Et donc, ça représente effectivement 99 tonnes de bœuf en plus, qui pour le Brésil, c'est pas beaucoup, mais pour nous, c'est énorme en Europe, pour les agriculteurs irlandais, etc. Parce que c'est justement l'agriculture encore un poste qui est assez rentable. Et c'est très compliqué pour les agriculteurs européens d'être en concurrence avec des produits qui, par exemple, pour la viande de bœuf, au kilo, ce sera, la viande de bœuf, ce sera 5 euros moins cher à la tonne de bœuf. Donc, il y a une concurrence illégale, enfin, disons, pas illégale, mais illégitime, quoi, d'une certaine manière. Alors, c'est 100 000 tonnes de volailles, donc c'est-à-dire on a 200 000 tonnes de volailles qui rentrent déjà, on aurait bien voulu freiner, parce qu'il faut voir aussi la qualité de cette viande, et au contraire, on va importer 100 000 tonnes en plus, et c'est un secteur qui est, par exemple, assez bien, dans une situation pas trop bonne, notamment en France, etc. On va importer 650 000 tonnes d'éthanol, dont 200 000 pour les voitures, etc. Et tout ça, c'est pris maintenant sur la forêt amazonienne, puisque le Brésil vient d'autoriser que dans des zones où on ne pouvait pas semer de la canne à sucre, proche de l'Amazonie ou dans l'Amazonie, on peut maintenant, ça vient d'être autorisé par le gouvernement, on peut semer de la canne à sucre. Donc voilà, ça c'est un peu… Alors il y a d'autres produits, il y a du miel, il y a des oranges, etc. Mais toujours avec des niveaux, en tout cas pour les oranges et les autres produits, des niveaux de pesticides très préoccupants qui arrivent chez nous. Et l'Union européenne parle du fait que, bon, mais il n'y a pas de problème, les normes vont être respectées, on a le principe de précaution. Non, ce sont des pays qui attaquent directement à l'OMC le principe de précaution de l'Union européenne et qui le font de façon répétitive. Une lettre de ces pays, et notamment aussi du Canada, contre l'Union européenne parce qu'elle a un principe de précaution de ne pas utiliser une série de ne pas autoriser certains produits, même si nos frontières sont très, très poreuses, etc. Eh bien, ces pays, le Brésil, le Canada, l'Argentine et d'autres, attaquent régulièrement
l'Union européenne à l'OMC. Ils l'ont fait le 4 juillet 2019, ils ont répété cette attaque encore en décembre. C'est avec ces pays-là qu'on est en train de signer. Alors en contrepartie, oui. Oui. Ah, oui. Vas-y, continue. Donc, en contrepartie. Alors, donc, ça, c'est vraiment très, très mauvais. Donc, on a bien compris. Pour les consommateurs européens, on se cale, pour les agriculteurs aussi, on se cale dans un modèle de dépendance de ces produits-là, mais des produits extrêmement toxiques. C'est très mauvais, évidemment, pour les petits paysans de ces régions-là qui ont la pression de l'agro-business qui leur envahit les terres, qui sont contre n'importe quel type de réforme agraire, qui font une contre-réforme agraire. Et c'est extrêmement dangereux pour l'Amazonie et toutes les populations indiennes qui y vivent, et pas seulement dans l'Amazonie, mais dans le reste aussi du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay aussi, où des régions entières sont décimées et les bulldozers rentrent et à la fin, on voit qu'il y a des villages qui ont été détruits où sont passés les bulldozers, etc. C'est ça la réalité de la colonisation très vivante actuellement. Alors, dans l'autre sens, donc c'est pas bon non plus pour les populations argentines et brésiliennes parce qu'elles aussi, il y a quand même de plus en plus de gens qui voudraient avoir une écologie décente, une alimentation décente, etc. Il y a une minorité qui commence à se faire entendre de plus en plus et qui commence à être aussi consciente de l'enjeu climatique, etc. Et donc, de l'autre côté, pourquoi est-ce que l'Union européenne s'impose ce genre d'importation, etc. Et là, on a les avantages. Donc, on a les avantages pour l'Union européenne et les intérêts offensifs de l'Union européenne. Il y a toute une liste, mais en gros, on va dire, les véhicules, les voitures, les grosses voitures, les 4x4, etc., européennes, vont avoir une entrée libre dans le Mercosur, donc sans taxes. De nouveau, c'est très bien pour le gros propriétaire argentin, etc. Il aura ces pesticides qui viennent de l'Union européenne sans taxe, ses voitures 4x4 sans taxe, il exportera son soja. On dirait que c'est vraiment un accord fait pour le gros agro-business argentin. Plusieurs secteurs industriels européens qui vont s'imposer du coup en Amérique latine. Donc, je dirais, pour aller vite, donc la question des voitures allemandes, mais aussi françaises, etc., l'Union européenne est spécialisée dans les grosses voitures, etc. Les voitures électriques, donc ça, dans le futur, il n'y aura aucune taxe pour l'exportation des voitures électriques. Ça veut dire que ces pays-là se privent de produire eux-mêmes des voitures électriques pour leur marché, comme ils le faisaient avant. Ils essayaient avant d'être complémentaires, etc., entre eux. Donc, mais aussi donc, les pesticides, donc rentrée de pesticides européens, notamment des pesticides surtout allemands, qui sont interdits dans l'Union européenne, mais qu'on exporte là-bas. Alors, il y a eu une décision en France intéressante du Conseil d'État, si je ne me trompe, en janvier, qui maintenant interdit aux entreprises françaises d'exporter des produits interdits, dont l'usage est interdit dans l'Union européenne. Ça, on salue cette décision du Conseil d'État. Je crois qu'elle sera en application en 2022. Mais franchement, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire il y a 20 ans. On n'aurait jamais dû autoriser d'exporter des produits interdits dans l'Union européenne vers des pays tiers. On continue à le faire. Et si on ne fait pas par la France, on continuera à le faire pour le moment par l'Allemagne. Pardon ? Voilà. Oui. Donc, c'est une lutte qui n'est pas terminée. C'est juste une décision intéressante du Conseil d'État français et qu'il faudrait être derrière pour voir si ça s'applique réellement et si ce n'est pas détourné. Donc, les produits pharmaceutiques de l'Union européenne, la métalmécanique, donc on va raser l'industrie locale avec des machines à laver, des frigos, etc. Des trucs que là-bas, ils parvenaient quand même à produire et à s'exporter l'un l'autre, parfois sous des marques européennes ou américaines, mais ils le produisaient quand même là-bas. Ça va être fortement, il y aura une invasion de produits européens. Et puis après, il y a évidemment ces accords, maintenant, de nouvelles générations ont de nouveaux secteurs. C'est-à-dire qu'il y a des services, évidemment, et là, on est sur un principe nouveau maintenant dans ces accords modernes. C'est-à-dire que tous les services qui ne sont pas mentionnés seront libéralisés. Donc, on appelle ça la liste négative. C'est-à-dire que ce qui est mis en négatif, c'est-à-dire les quelques services qui sont mentionnés
ne seront pas libéralisés, mais tout le reste, et même les nouveaux services dont on ne sait pas ce qu'ils seront dans le futur, etc., sont libéralisés automatiquement. Donc les services, ils sont déjà fort libéralisés dans le Mercosur, mais ce sera vissé. C'est-à-dire que ces pays ne pourront pas revenir sur ces politiques-là. Et après ça, il y a aussi la question des marchés publics. C'est-à-dire que c'est un nouvel intérêt offensif de l'Union européenne. On conquiert les marchés publics au niveau national, donc ça, c'est la construction d'aéroports, de ponts, mais ça peut aller très loin, ça peut être la distribution d'aliments dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Donc ça va, et l'Union européenne essaye d'avoir ces marchés publics au niveau national, au niveau des provinces, au niveau des communes, etc. Et ici, on est dans une situation moyenne où on ne va pas au plus petit détail, mais on va quand même très loin dans la conquête des marchés publics, qui est quelque chose de très important pour une économie d'un pays, pour les PME. Donc pour les PME, ces pays-là, c'est très important d'avoir accès au marché public, ça permet de développer l'économie, de la diversifier, etc. Donc là, on est effectivement dans un processus de recolonisation de ces pays-là. Contre l'industrie, ce n'est pas seulement contre les plus pauvres, quoi, c'est aussi contre l'industrie. Les industriels argentins sont très, très inquiets. Le problème, c'est une question de pouvoir. Les gros propriétaires terriens et les grosses entreprises multinationales sont très puissantes dans ces pays. Et c'est pour ça. Alors moi, je voudrais quand même dire quelque chose. On est au début du processus. C'est-à-dire on vient seulement de se mettre d'accord. S'il y avait un accord, voilà quel serait le texte. C'est ça qui a été signé en juillet. Le texte n'est même pas encore fini. On fait une révision actuelle, etc. Donc, on appelle ça le paraphe. Le paraphe d'un texte, ça peut être un fonctionnaire, et on se met d'accord. Ce n'est pas encore signé. On n'est pas dans la situation du CETA où c'est déjà signé, et on peut encore bloquer le CETA au niveau de la ratification. On voit bien le débat en France. Mais là, on n'est même pas là. On est au tout début du processus. On est encore bien à temps pour dire non. Tous les peuples d'Europe, notamment la Wallonie l'a fait il y a 15 jours, peuvent dire à leur gouvernement, eh ben, cet accord-là ne nous plaît pas, nous n'allons pas le signer. L'accord Union européenne-Mercosur n'est pas signé. Il n'y a pas d'engagement de l'Union européenne ni de chaque pays, parce que chaque pays, dans ce cas-ci, devra encore donner son feu vert à son gouvernement pour signer. Et donc, on est vraiment à temps pour le moment pour que dans les régions ou les pays, etc., on dise au gouvernement, nous ne vous autorisons pas, nous, Parlement, à signer cet accord qui est négatif pour notre population. Donc, cette bataille ne fait que commencer. C'est très, très important de la populariser. Et du côté des pays aussi du Mercosur, vous savez qu'il y a eu un changement de gouvernement en Argentine. Le nouveau gouvernement est très embêté avec cet accord. Ce n'est pas du tout sa ligne. L'Argentine est un pays ouvert au niveau commercial, etc. Mais certains secteurs, elle essaye quand même de protéger certains secteurs. Elle essaye de faire ça sous Kirchner, donc avant le gouvernement Macri, évidemment, qui a été une catastrophe économique. Il fallait écouter l'ambassadeur d'Argentine ici décrire la catastrophe qu'a été le gouvernement Macri d'un point de vue économique, même dans leur vision économique, macroéconomique, etc. Ça a été le gouvernement de droite Macri a été une catastrophe totale. Le gouvernement de Kirchner, auparavant, essayait de protéger certaines productions de l'invasion de pays étrangers. Ils vont continuer cette ligne absolument raisonnable d'essayer de s'intégrer un peu plus au niveau régional et aussi de protéger certains aspects de leur économie. Et pour faire ça, cet accord-là est catastrophique. Alors, ils sont encore à temps aussi pour dire non. Ils seront assez isolés dans le cadre du Mercosur et ce sera une difficulté. Donc notre responsabilité comme Européens pour bloquer ces accords à partir de l'Union européenne est particulièrement importante parce que pour l'Argentine, ce sera très difficile. Oui, pour les Brésiliens, encore plus parce qu'ils sont soumis à une espèce de fou dangereux qui est en train d'importer des fusils au Brésil. Bolsonaro, c'est un type extrêmement violent et extrêmement dangereux. On est très loin d'un processus démocratique continu. D'accord. Alors, Paul-Émile, là, le Mercosur, l'accord Union européenne-Mercosur, c'est une vision d'un monde, non? Et pourrait-il y avoir d'autres types d'accords? Et je voudrais revenir ou avoir ton opinion sur le partenariat Union européenne-CELAC. Alors, je rappelle à ceux qui nous regardent que la CELAC, la communauté des États latino-américains et caribéens, était une organisation supranationale qui a été créée en 2011 sous l'impulsion des gouvernements progressistes d'alors et qui regroupe tous les États du continent
tous les États latino-américains et des Caraïbes sans la tutelle des États-Unis et du Canada. Et la CELAC, alors qui a connu des remous et des rebondissements au fil des évolutions politiques du continent, mais a noué des partenariats avec des grandes régions, des grands pays dans le monde, notamment avec la Chine, mais aussi avec l'Union européenne. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces relations Union européenne-CELAC? Bon, d'abord, la première question, est-ce qu'il existe des accords, est-ce qu'il pourrait exister des accords commerciaux différents? Bien sûr, bien sûr. L'Union européenne n'est pas ouverte à le faire. L'Union européenne est dominée par des gros intérêts, mais elle pourrait le faire. Elle pourrait faire des accords en pensant à une prospérité à long terme de ces pays-là, qui serait, finalement, économiquement, ce serait d'ailleurs intéressant pour le tissu européen d'avoir des partenaires plus prospères que ce qu'on a fait avec l'Afrique. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant, à part évidemment l'objectif de Global Europe, qui est vraiment de capter les matières premières des pays tiers, hein, et de l'énergie des pays tiers, etc. On pourrait penser à une politique différente dans laquelle il y a des complémentarités, et l'Union européenne commence à limiter aussi sa consommation énergétique et sa consommation de minerais, etc. Et voit les partenaires comme eh bien, vous vous spécialisez en certains produits, etc. Nous, dans d'autres, on a des échanges. Vous êtes mieux placé pour ci, nous, on est mieux placé par ça. Vous avez une possibilité de fermer votre marché à ça, parce que, etc. Et nous avons notre possibilité de fermer aussi notre marché pour tel et tel produit, parce que c'est sensible chez nous. Et il y a une réciprocité, puisque il y a des différends de richesses, etc. Donc, on peut tabler sur la réciprocité. On n'est pas dans ce schéma-là. On est dans l'Union européenne qui a un modèle d'ouverture maximum des marchés dans tous les domaines et qui est dans une logique de conquête réellement. Donc on pourrait être dans une logique tout à fait différente qui va être absolument indispensable si on veut s'attaquer aux problèmes climatiques, quoi. Pour le moment, s'il y a un accord vraiment climaticide qui est vraiment désastreux pour le climat, c'est par exemple cet accord Mercosur, mais les autres aussi. Donc là, dans l'accord Mercosur, on va augmenter énormément avec cet accord de libre-échange donc les émissions de gaz carbonique. Je n'ai pas le temps de venir sur les chiffres, etc., mais ça va être absolument désastreux. Bon, ça c'est une chose. Le partenariat, à ce moment-là, on pourrait penser des partenariats. On aurait pu penser, par exemple, que se consolide l'ALBA et que l'Union européenne ait des échanges avec l'ALBA. Elle n'a pas voulu le faire. Elle n'a pas voulu faire ça. Elle a voulu diviser les pays latino-américains pour pouvoir conquérir leur marché plus aisément en les prenant un par un ou par petits groupes. Le CELAC, disons, c'est plus une alliance politique, disons. L'ALBA, je dirais, c'était plus économique, etc. Ici, le CELAC, c'est une organisation de tous les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des Caraïbes, qui a été créée effectivement en 2011, et l'Union européenne a commencé un partenariat, un dialogue. Et il y a une série de chapitres et de coopération, notamment sur la question des drogues, du changement climatique, de la sécurité citoyenne, les questions sociales, les PME. Il y a des échanges étudiants, genre Erasmus, etc. Il y a une fondation qui vient d'avoir un statut international qui s'appelle EULAC, donc Union européenne, latino-américaine et Caraïbes, qui est basée à Hambourg, etc. Et en fait, c'est assez étonnant parce que bon, il y a eu une interruption de ce processus de sommet. En fait, il y a un sommet des chefs d'État chaque année entre l'Union européenne et le CELAC. Et l'année suivante, c'est au niveau des ministres des Affaires étrangères. Et donc, ça a eu lieu, le dernier sommet des chefs d'État a eu lieu en 2015, parce qu'en fait, en 2017, le sommet devait avoir lieu, il a été annulé par les pays latino-américains avec le prétexte du Venezuela, etc. Et donc, on voit comment le sujet du Venezuela, qui est tellement utilisé en politique, à toutes les sauces, a brisé une union. Et même l'Union européenne est ennuyée avec ça, parce qu'elle a besoin d'un partenaire pour toutes ces coopérations, etc. Et donc, ce sujet du Venezuela a pourri l'ambiance entre les pays latino-américains,
parce qu'il a été utilisé par des pays comme la Colombie, qui a tellement de problèmes internes qu'elle trouve très pratique de signaler le voisin, etc. Et par d'autres pays comme le Pérou et tout ça. Il y a eu la formation d'un groupe de droite, on va dire, très agressif et très soumis aux intérêts américains, qui est le groupe de Lima, qui s'est créé, un sous-groupe dans ce CELAC, et qui a commencé à bloquer les sommets et le fonctionnement du CELAC, en plus de faire disparaître UNASUR et d'autres institutions qui avaient été créées justement dans l'idée que l'Amérique latine devrait se construire. Trouvé sans secrétariat général durant de nombreux mois. Il y a eu un torpillage interne, mais effectivement, ça a torpillé aussi les relations de l'Union européenne avec ce groupement de pays, parce que c'est pas rien, c'est toute l'Amérique latine et les Caraïbes. Et là encore, on voit que l'UE, finalement, n'a pas vraiment de position indépendante. On nous parle de souveraineté européenne. Là, elle vient se heurter au mur de l'exemple concret de la CELAC, puisque on peut penser que la Commission ou le Parlement auraient pu pousser pour que ces discussions puissent aboutir. Oui, alors ici, du Parlement européen, sur ce sujet-là, avec la majorité qu'il y a actuellement, etc., et un thème très dominé par le PP espagnol, un parti extrêmement corrompu et qui a beaucoup d'intérêts dans les membres, beaucoup d'intérêts économiques offensifs en Amérique latine. On est dans la folie. Le Vénézuélien radical qui prône un renversement armé du président élu Nicolas Maduro. Alors ici, voilà, simplement une comparaison pour te dire l'ambiance au Parlement européen sur ce sujet-là. Il y a eu, lors de la législature passée, 13 résolutions sur le Venezuela. Donc on a de résolutions de ce Parlement européen sur le Venezuela plus que sur n'importe quel autre sujet. On n'a aucune résolution sur la situation en Colombie, où on est face à un espèce de génocide. On est dans la Colombie, on a 700 leaders sociaux assassinés depuis la signature des accords de paix en 2016. 700 et des. Même on est plus haut maintenant. On a près de 200 combattants, ex-combattants des FARC qui ont fait l'option de la paix, qui ont remis leurs armes, qui ont signé, etc., avec le gouvernement, qui ont été assassinés depuis 2016. Et 50 membres de leur famille, parfois des enfants, etc. C'est vraiment une politique très agressive. Là-dessus, aucune résolution du Parlement européen. Et s'il y en avait une, ce serait pour saluer la grande politique du gouvernement Duque, Uribe, etc. Par contre, 13 sur le Venezuela. Et donc, on a ici avalisé la présidence de Guaido. Le Parlement européen a des pouvoirs limités pour nommer le président de la Commission européenne. Par contre, il s'est attribué le pouvoir de nommer Guaido comme président légitime, et il continue dans cette voie dont les gouvernements européens se sont rendus compte que c'est une voie imbécile, parce qu'il faut un interlocuteur. Et dans le droit international, on doit reconnaître le gouvernement, même si on ne l'aime pas, mais le gouvernement qui contrôle les frontières, l'administration, le territoire, etc. Ça, c'est l'interlocuteur qui a la légitimité du pouvoir, qui est tout pouvoir qu'on doit reconnaître, même s'il ne nous plaît pas. L'Union européenne le fait dans des tas de situations. Elle n'aime pas les politiques de beaucoup de gouvernements qu'elle considère éventuellement dictatoriaux, etc. Mais elle les reconnaît comme gouvernements légitimes. Et dans ce cas-ci, le Parlement a demandé que ce ne soit pas le cas. Mais là, la Commission européenne est en train de freiner quand même. Elle se rend compte que c'est impossible. Mogherini aussi, qui a tenté quand même de faire une espèce qui n'était quand même pas tout à fait sur la politique américaine. On va se rappeler le processus de Montevideo. C'est trop timide, hein, je suis d'accord, mais il y a quand même une certaine distinction par rapport à la position du Parlement européen et la position des Américains sur ce sujet du Venezuela, qui pourrit l'unification de l'Amérique latine, parce que ça arrange les États-Unis de ne pas laisser se consolider le CELAC comme une organisation indépendante des États latino-américains. Les États-Unis préfèrent le cadre de l'OEA, où ils sont présents, ils peuvent dominer l'OEA, l'organisation des États américains, dont Cuba a été exclu et les Américains sont dedans, etc. Et donc, ici, à Bruxelles, la CELAC
Et le dialogue entre la CELAC et l'Union européenne continue à avoir lieu, en fait. Donc, les réunions de travail, ça continue sur tous ces sujets que je t'ai énoncés, sur la politique des drogues, sur la coopération, sur la coopération scientifique, la recherche. Les ambassadeurs continuent à se réunir. Au début, les ambassadeurs de la Colombie et du Brésil ont dit non, on ne veut pas du Venezuela, mais après, ils ont bien dû accepter et ça continue à travailler, etc. Et la diplomatie, je crois que Josep Borrell souhaiterait reprendre ces grandes réunions entre l'Union européenne et la CELAC doucement. Mais il faut dire qu'on a sur place, en Amérique latine, des gouvernements inféodés aux États-Unis. Le premier d'entre eux, c'est Bolsonaro. Et le Brésil a par contre, lui, dit qu'il se retirait de ce dialogue CELAC-Union européenne. Donc là, on a évidemment un gros problème avec le retrait du Brésil de Bolsonaro, dont le ministre des Affaires étrangères est un type qui a approuvé Trump avant son élection, un type extrêmement agressif, pro-Trump. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Donc voilà un peu l'espèce de situation incommode dans laquelle s'est mise l'Union européenne, et imbécile, je veux dire. En tout cas, le Parlement européen qui demande des sanctions, qui demande que Guaido soit reconnu comme président, qui est dans la fiction en fait. Et alors les gouvernements qui se rendent compte quand même qu'ils sont en difficulté. Maintenant, on ne parle plus d'ambassadeurs de Guaido, on parle de représentants de Guaido en Espagne, de représentants de Guaido ci et là, etc. La même chose en Belgique. Mais toutes les ambassades du Venezuela sont les ambassades qui sont en fait, qui reconnaissent le président Maduro et les institutions actuelles, et dans un pays, le Venezuela, qui s'oriente vers des élections parlementaires en 2020. Mais écoute, Paul-Émile, merci. C'est quasiment un cours magistral que tu nous as donné sur les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, non, avec l'évolution de ces politiques. On aura l'occasion de te réinviter, de reparler de tout ça avec toi. Merci beaucoup. Très volontiers. Il y a beaucoup de sujets qui sont restés, parce qu'évidemment, il ne faut pas faire trop long pour ne pas embêter les auditeurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails très importants, parce que c'est vrai qu'ici, à Bruxelles, c'est une espèce de cuisine de la politique européenne, et donc il y a beaucoup d'activités et de choses dont on peut faire part à nos auditeurs, parce que finalement, on décide beaucoup ici, et c'est très important pour les citoyens européens, quoi. Et ce sont souvent les gouvernements de tous ces pays européens, mais qui décident ici avec la Commission européenne de notre futur, et du futur aussi de pays tiers, de citoyens indiens, paysans, etc., du futur de la vie des paysans, des Indiens, par exemple dans ce cas-ci, dans l'Amazonie, et de ce poumon du monde que représente l'Amazonie. Merci beaucoup. Bonne soirée ou bonne journée à tout le monde. Merci à toi, Paul-Émile. Bon, c'était intéressant, hein. On y reviendra, on le réinvitera, Paul-Émile, sur des sujets certainement plus particuliers. En attendant, n'hésitez pas à diffuser cette interview, diffuser cette vidéo, de la commenter, non, parce que effectivement, comme l'a fait remarquer donc Paul-Émile Dupré, il y a beaucoup de choses qui se décident à Bruxelles et qui ont un impact immédiat sur les peuples européens, sur les nations européennes. Donc, n'hésitez pas, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, le blog www.romainmigus.info, Facebook, Romain Migus, Twitter, et à bientôt.